Voici Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne. Et pourtant, elle ne donne presque pas l'impression d'être allemande. Elle est plate, éparpillée, couverte de graffitis et a été façonnée moins par ce qui a été construit que par ce qui a été effacé. Après avoir été au centre de certains des événements les plus historiques d'Europe. Mais comment en est-elle arrivée là? Comment Berlin a-t-elle survécu à conflit après conflit et est-elle devenue une ville aussi distincte et unique? Contrairement à la croyance populaire, cela ne débute pas avec la chute du mur de Berlin, ni sa reconstruction après-guerre, mais des siècles auparavant. Je dirais que son histoire commence vraiment en 1701, lorsque Berlin est devenue la capitale du tout nouveau royaume de Prusse, sous Frédéric Ier. À mesure que la Prusse grandissait, Berlin aussi, et les rois en ont fait le centre de la culture et des arts, ainsi que de l'armée. Les anciennes murailles de Berlin sont devenues inutiles. Une nouvelle a été bâtie pour accompagner sa croissance. Connue sous le nom de mur de l'octroi de Berlin, elle a été érigée en 1737. Son seul but était de taxer les marchandises entrant et sortant de la ville. Mais si je vous en parle, c'est parce que cela nous permet de voir comment les frontières de Berlin ont commencé à se dessiner. Et croyez-moi, tout cela est pertinent. La révolution industrielle allemande de 1830 a provoqué une forte migration des campagnes vers les villes. La position centrale de Berlin dans le réseau ferroviaire allemand lui offrait les plus grands avantages. Entre 1825 et 1858, la population de Berlin a doublé, passant de 220 000 à 464 000 habitants, obligeant la ville à s'adapter à cette croissance rapide. Un an plus tard, James Hobrecht fut désigné par la police royale prussienne de l'urbanisme pour diriger la commission chargée d'élaborer un plan d'aménagement pour Berlin et ses environs. Il s'est rendu à Hambourg, Paris et Londres en 1860 pour étudier comment d'autres grandes villes abordaient l'urbanisme, en particulier leur système d'égouts. Peu de temps après, le mur des douanes de Berlin fut démoli et de nombreux faubourgs de Berlin, comme Wedding et Marbut, furent incorporés à la ville. Ce n'est qu'en 1862 que le plan de Hobrecht, comme on l'appelle, a été finalisé. Voici à quoi il ressemblait. À cette époque, plusieurs capitales européennes rénovaient largement leur centre-ville, comme Paris avec Haussmann ou la Ringstraße à Vienne. La plupart des autres villes, comme Lisbonne ou Varsovie, ont connu un développement plus irrégulier. En revanche, Berlin a opté pour une approche expansive et organisée par l'État face à la croissance rapide de sa population, en créant un réseau moderne de rues et de blocs bien au-delà de son centre existant. Elle a anticipé des infrastructures pour de futurs quartiers afin de soutenir jusqu'à 2 millions d'habitants tout en préservant le centre-ville. Les frontières ont été fixées en incluant les terres entre le mur des douanes détruit et une voie ferrée en construction encerclant la ville. Cette zone est devenue connue architecturalement sous le nom de Wilhelminering. En la regardant, on voit des dizaines de routes principales qui entrent dans la ville. Contrairement à l'urbanisme de Paris, Hobrecht a respecté les routes, villages et chemins de fer existants en les intégrant dans le processus de planification. Les places publiques et jardins étaient essentiels au plan, les urbanistes devant les aménager de façon régulière. Dans toute la zone d'expansion, ils étaient placés tous les 350 à 600 mètres, assurant l'accessibilité à pied de l'espace public partagé depuis partout en ville. Beaucoup de ces places, comme Schönskirchplatz ou Boxhagener-Platz, définissent encore aujourd'hui la vie de quartier, ce qui rend Berlin particulièrement polycentrique. Pour la plupart, ces plans ont été plus spatiaux que précis, avec des infrastructures initialement prévues pour une durée d'environ 50 ans, mais ce n'est pas tout ce que Hobrecht a fait. Regardez. Après avoir conçu le plan de Berlin, il s'est rendu à Stettin, aujourd'hui Szczecin, Pologne, pour concevoir un système d'égouts moderne. Lorsqu'il est revenu à Berlin en 1869, on lui a alors confié la mission de reproduire ce succès. À Berlin, alors dépourvu d'égouts souterrains et ayant un besoin urgent d'amélioration sanitaire face à la croissance rapide de sa population. En 1872, l'expert britannique Edwin Chadwick a qualifié Berlin de capitale la plus sale et pestilentielle du monde civilisé. Alors ce que Hobrecht a fait, c'est proposer ce plan un an plus tard. Un système radial de canaux divisant la ville en 12 parties chacune. Une station de pompage envoyait les eaux usées de la ville vers de nouvelles fermes d'épuration en périphérie de Berlin, où elles étaient filtrées naturellement par le sol et utilisées en agriculture. Ce système était l'un des systèmes de drainage les plus avancés de son époque. Et il a permis à Berlin d'acquérir la réputation de ville la plus propre du monde au début des années 1900.
10 ans après son achèvement, une fois le réseau spatial et les égouts installés, l'infrastructure a suivi. Le 1887, basé sur le travail de Obrecht, a établi les normes pour les plans de Berlin. Ces règlements ont uniformisé le modèle du Blockrand, de larges zones de blocs urbains denses, avec des bâtiments à usage mixte jusqu'à la rue et une cour commune. Les hauteurs étaient limitées par la longueur de la rue, souvent à 5 étages. Max, il devait aussi accéder au système d'égouts moderne de Obrecht. Bien que le plan de Obrecht ait initialement été conçu pour être pertinent pendant une période de 50 ans, la réalité est qu'il est encore responsable d'une grande partie du Berlin actuel que nous voyons aujourd'hui. Parce que le prochain grand bouleversement a eu lieu en 1920 avec la loi sur le Grand Berlin. Cela agrandit la capitale allemande de 66 à 883 km², la rendant près de 9 fois plus vaste que Paris, tout en doublant sa population du jour au lendemain, passant de 2 millions à près de 4 millions d'habitants, ce qui en faisait la 3e plus grande ville du monde. Le plan Obrecht ayant déjà défini la grille d'expansion, l'intégration de villes comme Charlottenbourg ou Copenhague en 1920 n'a pas été un chaos administratif. Elle pouvait s'intégrer à une logique spatiale existante. Même les nouvelles zones hors du plan original de Obrecht pouvaient se suivre. En 1924, le réseau ferroviaire, qui reliait Berlin à ses villes et villages voisins, a été électrifié et transformé en S-Bahn. 22 ans après l'achèvement de l'U-Bahn. Nous en parlerons bientôt. Dans les années 1940, le développement de Berlin a été profondément marqué par la Seconde Guerre mondiale. Oui, je sais que nous avons sauté la Première Guerre mondiale, mais la structure de la ville n'a en fait pas changé durant cette période. Même si nous connaissons le contexte de la Seconde Guerre mondiale, nous devons nous concentrer sur le bombardement de Berlin. La ville a subi 363 raids aériens pendant la guerre, de 1940 jusqu'à la toute fin. Jusqu'en 1942, la politique était de ne bombarder que des cibles militaires directes plutôt que des zones entières. Lorsque les Allemands ont visé les villes britanniques, les Alliés ont répliqué. Bien que cela entraînerait de nombreuses victimes civiles, cela a été jugé comme une décision nécessaire étant donné qu'il s'agissait d'une guerre totale. À la fin de la guerre, environ 80% du centre-ville de Berlin avait été détruit, ainsi que 33% de la superficie totale de la ville. Le nombre de morts variait entre 20 000 et 50 000, et 17 millions de personnes, soit 40% de la population, avaient fui. Berlin était en ruine, c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Regardez. Après la guerre, l'Allemagne a été entièrement occupée par les puissances alliées. Et Berlin, bien qu'elle se trouvât en plein cœur du territoire contrôlé par les soviétiques, a elle aussi été découpée. Au cours des années suivantes, les alliés occidentaux ont fusionné leur zone d'Allemagne pour former un seul État, l'Allemagne de l'Ouest, tandis que la zone soviétique est devenue l'Allemagne de l'Est. Cela a créé l'une des cartes les plus étranges du XXe siècle, une petite île de l'Ouest entourée par l'Est. La reconstruction de Berlin sous l'occupation de 2 superpuissances mondiales a entraîné des développements totalement différents, inédits en Europe. Cela a été encore renforcé lorsque le mur de Berlin a été érigé en 1961, au plus fort de la guerre froide, transformant la division politique de Berlin en une division concrète. Ainsi, il faut considérer Berlin sous 2 angles, Berlin-Ouest et Berlin-Est. Berlin-Ouest s'est développé de manière occidentale grâce à une modernisation guidée par le marché. Les ensembles résidentiels comme le Hansa-Viertel offraient plus d'espaces ouverts et une densité moindre. Comme le centre historique de Berlin, Mitte, était à l'est, l'Ouest a réaménagé des places telles que Breitscheidplatz pour renforcer son centre commercial et culturel. L'avenue emblématique Kurfürstendamm est devenue une artère commerciale animée avec des boutiques, des cafés, tout ce qu'il faut. Pendant ce temps, à Berlin-Est, nous avons vu une vision de la ville davantage planifiée par l'État. La ville fut reconstruite en vitrine de l'idéal socialiste, monumentale, ordonnée et collective. Dans les années 1950, cela signifiait de grandes avenues axiales comme l'allée Staline, aujourd'hui l'allée Karl Marx, bordée d'immeubles d'habitation assez larges pour les chars et les défilés, et flanquée de promenades vertes et de places publiques. Mais dans les années 60 et 70, l'Est est passé des styles staliniens à un modernisme plus fonctionnel. Des quartiers beaux comme Marzahn et Lichtenberg ont été bâtis avec des dalles Plattenbau. Ces espaces adéquats étaient organisés autour de pelouses, aires de jeux et équipements collectifs. Elles étaient essentiellement organisées comme des micro-villes. Parce que les systèmes de transport en commun ont aussi été divisés en 2. Quand le mur a été érigé, il y a littéralement eu une différence dans la façon dont la ville fonctionnait. Par exemple, le S-Bahn desservait tout Berlin, mais était exploité par les chemins de fer d'État est-allemands, si bien que chaque billet finançait le régime communiste.
En réaction, les Berlinois de l'Ouest ont largement boycotté le S-Bahn. La fréquentation était tombée de plus de 600 millions à seulement 50 millions de trajets annuels dans les années 1970, soit seulement 5% des transports publics. Ces personnes se sont totalement tournées vers la compagnie des transports de Berlin, Berliner Verkehrsbetrieb, qui gérait tous les transports, tramway, bus et U-Bahn. Voici le problème, la Berliner Verkehrsbetrieb a aussi été scindée en Berliner Verkehrsbetrieb Ouest et Berliner Verkehrsbetrieb Est. Les lignes vont surtout coupées aux frontières et les tunnels bloqués. Pour compenser le non-usage du S-Bahn, les Berlinois de l'Ouest ont agi. La première chose qu'ils ont faite a été de détruire le réseau de tramway de leur côté, le considérant comme dépassé afin de laisser place à une circulation orientée vers les voitures et les bus. Comme aux États-Unis, les bus ont suivi les lignes du S-Bahn, offrant une alternative. De plus, avec la majorité de l'UBAN située à Berlin-Ouest, il a également été massivement étendu. Voyez cette carte illustrant la séparation de l'U-Bahn par le mur de Berlin. Si vous preniez la ligne 8, toutes les stations du côté est étaient fermées. Les trains continuaient à les traverser, mais ils ne s'arrêtaient tout simplement pas. Ces stations de l'Est sont devenues célèbres comme stations fantômes. Durant cette période, la ligne 6 ne s'arrêtait qu'à Friedrichstraße, unique point de passage entre les deux côtés avec des contrôles frontaliers stricts. En Allemagne de l'Est, ils ont non seulement maintenu, mais aussi étendu leurs conditions. C'était déjà très avancé chez eux avant la séparation et en plus, c'était peu cher. Cela correspondait aussi à l'idéologie socialiste privilégiant les transports publics à la possession de voitures privées. Si vous regardez la carte, cette division est encore visible aujourd'hui. Berlin est devenue une ville de deux pays idéologiquement différents. À l'époque, ne vous y trompez pas, Berlin-Ouest offrait une vie bien meilleure et plus libre que Berlin-Est. C'est pourquoi des gens fuyaient et le mur a été construit. Mais Berlin-Ouest n'était pas parfaite non plus. C'était une enclave occidentale isolée au milieu de l'Allemagne de l'Est, à 160 km de ses frontières, rendant l'approvisionnement très difficile. Et son existence semblait assez instable pour beaucoup. Ainsi, l'Allemagne de l'Ouest a transféré sa capitale à Bonn, et de nombreuses entreprises comme Deutsche Bank à Francfort ou Allianz à Munich ont aussi déménagé. Berlin n'était plus une capitale économique comme avant. 30 000 personnes étaient reparties entre 1960 et 1980. Alors, lorsque le mur de Berlin est tombé en 1989 et que la réunification allemande a eu lieu 1 an plus tard, Berlin est redevenue la capitale. C'est déjà un miracle. Cette complexité marque le début d'un nouveau chapitre dans l'évolution unique de Berlin. Laissez-moi vous expliquer. Après la réunification, de nombreux Berlinois de l'Ouest, auparavant piégés dans l'enclave, ont pu fuir vers les banlieues plus vertes et abordables du Brandebourg. Pendant ce temps, les Berlinois de l'Est pouvaient aller à l'Ouest chercher du travail en Bavière ou dans la région Rhin-Ruhr. D'autant que de nombreuses industries publiques se sont effondrées presque immédiatement après la privatisation. Cela signifiait qu'il y avait beaucoup d'espaces vides à Berlin qui pouvaient y être utilisés de manière créative. Et cela voulait aussi dire que la ville était extrêmement abordable pour y vivre. Des artistes, étudiants et squatteurs habitués au chaos sont arrivés. Le vide économique de Berlin attirait justement ceux qui cherchaient l'espace plutôt que l'argent. Berlin est devenu le plus grand terrain de jeu d'Europe pour l'expérimentation. D'anciennes centrales électriques ont été converties en célèbres boîtes de nuit comme le Berghain et Trésor, des bâtiments squattés comme Tachlis en centres artistiques, et d'autres, tels que Copy 137 en communes anarchistes. Le renouveau de la ville après la réunification a été mené avant tout par la créativité. Comme l'a dit son ancien maire, Klaus Wowereit, cela a rendu Berlin pauvre mais attirante. C'est de là que vient la singularité culturelle de Berlin. Beaucoup affirment y jouir d'une liberté unique d'être eux-mêmes, sans jugement. Ce type d'expérimentation a permis la renaissance de la ville. Le plan d'utilisation des sols de Berlin de 1994, premier plan, directeur unifié après la réunification, reste le document de référence pour relier le Berlin actuel. Adopté puis continuellement modifié, il n'a jamais été remplacé pour refléter de nouvelles priorités, du logement à l'infrastructure verte. Aujourd'hui, Berlin est un modèle d'urbanisme européen. La plupart des grandes villes européennes s'organisent autour d'un centre bien défini. Le plan Obrecht et la division de Berlin expliquent l'absence d'un centre-ville unique. Évidemment, donc, il y a Mitte, mais il y a aussi Alexanderplatz, Unter den Linden, Friedrichstraße, Kurfürstendamm, et ainsi de suite. Certains touristes penseraient même à Potsdamer Platz aussi. Si l'on regarde son réseau de transport public réunifié, c'est impressionnant. Voici une carte de celui-ci dans son intégralité. Voici l'U-Bahn, le S-Bahn et le Deutsche Bahn Regio, que nous ignorons pour l'instant car c'est le train régional longue distance.
L'U-Bahn, désormais réunifié, compte 9 lignes intégrées et 175 stations desservant plus de 350 millions de personnes chaque année. Tandis que le S-Bahn compte 16 lignes 100, 68 stations et transporte plus de 450 millions de personnes par an. Ce qui ressort le plus, cependant, c'est cette ligne juste ici, la célèbre Ringbahn. C'est une longue ligne circulaire autour du centre-ville de Berlin, qui reflète presque ceci, si vous vous en souvenez, le chemin de fer circulaire de 1877. Elle relie l'ensemble des différentes villes de Berlin en un seul réseau vivant. C'est la ligne qui définit la forme de Berlin sans jamais toucher son centre. Enfin, 44% de Berlin est composé d'espaces verts. 70% des plus de 38 millions d'habitants urbains vivent à moins de 500 mètres d'un espace naturel. La ville possède plus de parcs, jardins et espaces boisés que toute autre ville européenne, ce qui en fait une ville très verte. Tout cela a fait de Berlin l'une des villes les plus uniques au monde. Pas parce qu'elle est la plus riche ou la plus puissante, mais parce qu'elle ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas le centre financier ou le cœur industriel de l'Allemagne. Berlin est devenue une capitale de la créativité, née de la reconstruction des années 40 à la réunification des années 90. Merci d'avoir regardé.